On entend? J'ai l'impression que jamais. Très bien, mais bonjour à tous, bonjour à toutes, chers amis, chers membres, futurs membres de la CHBT. Avant de démarrer ce webinaire, je veux vous souhaiter, avec Fabrice Muscari, qui est le secrétaire général de la CHBT, une très belle et très heureuse année 2023. Peut-être vous rappeler que l'événement phare de notre association sera la journée de printemps. Cette année, elle se déroule à Toulouse, les 31 mars et 1er avril. Elle sera consacrée à la gestion des complications de la chirurgie du foie, des voies biliaires, du pancréas. Alors, soyez nombreux à vous y inscrire. Et surtout, alors j'insiste, surtout pour les membres de la CHBT, qui ne l'auraient pas encore fait, évidemment, n'oubliez pas de vous affranchir de votre cotisation annuelle. Axel Rose de chez Hopscotch vous fera des rappels réguliers par mail et vous verrez qu'elle vous proposera aussi des tarifs très intéressants pour être en même temps membre de l'EAHPBA, qui est la Société européenne américaine de chirurgie hépatobiliaire et pancréatique. Donc, ce soir, un nouveau Grand Round, c'est le 5e. Je dois dire que le succès de ces grandes rondes va croissant. Et autant que je sache, il y a 48 heures, il y avait déjà 180 inscrits. Et je ne doute pas que ce soir, nous aurons franchi très vite la barre des 200. Il faut dire que la formule est séduisante, en particulier pour nos jeunes collègues, ceux qui sont en formation, vous savez, les étudiants en troisième cycle, qui peuvent comme ça s'imprégner de discussions très académiques, multidisciplinaires, autour de dossiers cliniques, depuis l'arrivée du malade jusqu'à sa sortie et plus encore. Alors ce soir, la CHBT a demandé au docteur Ethem Gédou de vous présenter le cas d'un gros carcinome hépatocellulaire sur foie apparemment sain. Ethem Gédou est praticien hospitalier dans le service de chirurgie hépato-bilio-pancréatique et digestive de Rennes, du CHU de Rennes. Alors, la plupart d'entre vous le connaissent, évidemment. C'est incontestablement un des meilleurs experts sur le sujet. Et nous avons demandé au professeur Ephrem Salamé, qui est chef du service de chirurgie hépato-bilio-pancréatique du CHU de Tours, d'être notre discutant, celui qui va interrompre Ethem, qui va le challenger sur des points qu'il jugera d'intérêt. Et enfin, petite originalité pour ce 5e Grand Round, nous allons ce soir parler d'une méthode thérapeutique préopératoire un peu particulière. Je ne vais pas dévoiler le sujet. Et pour vous la présenter, Ethem Gédou a eu la très bonne idée de demander au professeur Étienne Garin, qui travaille au Centre Eugène Marquis, donc le centre anticancéreux de Rennes, et expert reconnu de cette technique, de vous en parler. Donc, vous allez voir, je pense en particulier à nos internes, c'est extrêmement intéressant. Alors, avant de passer la parole à Ethem, je voudrais, au nom de l'ACHBT, remercier évidemment nos 3 orateurs d'avoir accepté de vous faire cet enseignement de très grande qualité. Et puis aussi, je voudrais faire un petit clin d'œil et saluer nos amis réunionnais, l'île de la Réunion, dont je sais qu'ils sont nombreux à participer à cet enseignement. Voilà, Ethem, tu as la parole. Merci. Super, merci. Alors, je partage mon écran. Est-ce que vous voyez la présentation? On la voit, tu peux la mettre en grand écran. C'est parfait. Super, vous m'entendez?
Bonjour tout le t'entend? monde. Merci de me permettre d'animer ce grand round qui traitera le sujet du gros carcinome hépatocellulaire sur foie apparemment sain. Alors, une introduction rapide. Le carcinome hépatocellulaire, une tumeur fréquente, cinquième cancer de l'adulte, deuxième cause de mortalité par cancer dans le monde. 90% des cancers primitifs du foie, ce sont des carcinomes hépatocellulaires et cette tumeur se développe très souvent sur une hépatopathie sous-jacente, très rarement sur un foie sain et son incidence ne cesse de croître. Alors, le dossier qu'on va présenter aujourd'hui est celui d'une malade de 68 ans, très bon état général, IMC à 22, elle n'est pas obèse, elle n'a pas beaucoup d'antécédents en dehors d'une hypertension artérielle et cette malade consulte son médecin traitant pour des douleurs intermittentes de l'hypocondre droit. Alors, il lui prescrit un bilan, une cytolyse à 2 fois la normale, il lui demande une échographie et l'échographie diagnostique une tumeur du segment 4 du foie de 7 cm de grand axe. Un scanner abdominal a été réalisé. Ce scanner a été réalisé avec injection de produits de contraste et je vous montre ici le temps artériel injecté, le temps artériel, et vous découvrez tout de suite une grosse tumeur de 7 cm de grand axe localisée dans le segment 4. Cette tumeur, elle est hyperartérialisée. Elle prend le contraste au temps artériel. C'est ce qu'on appelle le WASHIN. Cette tumeur, elle flash au temps artériel. Et quand on regarde le temps portal, cette tumeur, elle se lave, elle devient hypodense, mais surtout au temps tardif. Cette tumeur se lave, elle est unique, elle se développe dans un foie qui paraît homogène, il n'y a pas de signe d'hypertension portale. Et cette tumeur, comme vous le voyez, elle vient en contact du toit de la convergence biliaire. Elle est complètement assise sur le toit de la convergence ici. Vous voyez, les voies biliaires intrahépatiques, gauche et droite, sont très bien visibles, un peu dilatées. Voilà. Alors, ce lavage au temps portal et au temps tardif, c'est ce qu'on appelle le washout. L'IRM trouve les mêmes constatations, une tumeur de 7 cm, toujours dans le segment 4. Elle est unique, on ne voit rien ailleurs dans le foie et elle est hyperartérialisée, hypervascularisée au temps artériel et elle se lave au temps portal et au temps tardif. Alors, à ce stade, est-ce qu'on peut dire que notre malade a un carcinome hépatocellulaire? Le diagnostic, en fait, quand on regarde les recommandations, le diagnostic positif non invasif de carcinome hépatocellulaire, en fait, nécessite 2 conditions. La première, il faut que la malade soit connue cirrhotique. Et la deuxième condition, il faut que la tumeur fasse plus de 1 cm, parce que les tumeurs inférieures à 1 cm ne sont pas caractérisables. Donc, supérieur à 1 cm, hypervascularisé au temps artériel, avec un lavage portal et tardif, et au scanner et ou à l'IRM. Et notre malade n'est pas cirrhotique, donc à ce stade du dossier, on ne peut pas dire que notre malade a un carcinome hépatocellulaire. Alors, je vous ai dit scanner et ou IRM. Quel examen quand on regarde cette série française, le groupe CHIC, publié par Christophe Aubé en 2017, qui a étudié 546 tumeurs chez 382 patients. Bonne spécificité et bonne sensibilité de l'IRM et du scanner, mais en fait, pour les tumeurs de 1 à 3 cm, la spécificité de l'IRM est un peu mieux que le scanner, donc les recommandations, c'est de commencer par une IRM quand la tumeur est petite. Alors, pour résumer ces caractéristiques radiologiques, la signature radiologique de carcinome hépatocellulaire, c'est ça, c'est l'hypervascularisation au temps artériel, ce qu'on appelle le WASHIN, plus le lavage au temps tardif et au temps portal, c'est le washout. Alors, est-ce qu'il faut faire une biopsie chez notre malade? La réponse, en fait, quand on regarde les recommandations, la réponse est oui, tout simplement parce que
on ne peut poser le diagnostic de carcinome hépatocellulaire sur les critères non invasifs que chez les malades qui ont une cirrhose connue et qui ont une signature radiologique de carcinome hépatocellulaire. Tous les autres, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas la signature radiologique du carcinome hépatocellulaire, il faut les biopsier. Et puis les malades qui ne sont pas cirrhotiques, comme notre malade, il faut les biopsier. Il faut biopsier la tumeur et le foie non tumoral. Donc, notre malade a une biopsie. La biopsie de cette tumeur trouve un carcinome hépatocellulaire moyennement à peu différencié. Malheureusement, le parenchyme hépatique non tumoral n'a pas été biopsié. Est-ce qu'il y a un risque à cette biopsie? La réponse est oui. Le risque de dissémination ou de sémage, il existe, il est faible, il est de l'ordre de 2% dans la littérature, mais il existe. Donc, pour conclure, au total, on a une patiente de 68 ans, très bon état général. On lui découvre une tumeur unique de 7 cm du segment 4. Cette tumeur, elle est en contact avec le toit de la convergence biliaire. Elle dilate les voies biliaires intrahépatiques. Son scanner thoracique est normal, hein, le bilan d'extension est négatif. Cette malade avait une alpha-photoprotéine à 78 000 nanogrammes par millilitre et le foie sous-jacent n'est pas dysmorphique. Il n'y a pas de biopsie du foie non tumoral, mais le foie apparaît parfaitement sain, non dysmorphique. La bilirubinémie est normale et il n'y a pas de signe radiologique d'hypertension portable. Voilà, je vous laisse la parole, Monsieur Salamé, pour cette partie diagnostique. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien, auquel cas, sinon, vous m'interrompez. Merci. Et puis, merci Etem pour cette présentation qui est assez claire, pour cette iconographie qui est bien documentée. Donc, on a une patiente. Mes questions, au fait, pour vous, c'est de savoir si le diagnostic pouvait poser une petite interrogation, puisqu'il y avait wash-in et wash-out, et il y avait 78 000 d'alpha-fetoprotéines. Est-ce qu'il était vraiment nécessaire de faire la biopsie tumorale? Je voudrais un peu que vous commentiez un peu là-dessus. Et ma deuxième question, j'ai vu que vous avez regretté, tout comme nous, la biopsie du foie non tumoral qui me paraissait quand même, je dirais, la seule qui paraissait indiquée aujourd'hui. Je voudrais un peu ce commentaire dans la poursuite du bilan diagnostique chez cette malade. Très bien, merci M. Salamé pour les questions. Alors, la première, le diagnostic, finalement, cette tumeur, elle a tout d'un carcinome hépatocellulaire, mais si on reste, si on colle aux recommandations, il faut faire une biopsie. Donc, oui, il faut faire une biopsie, même si on a le wash-in, on a le wash-out, on a les alpha-photoprotéines, mais bon, je n'ai pas tout mis sur la biopsie pour alléger un peu la présentation, mais je pense que la biopsie de la tumeur et du foie non tumoral est très importante, que ce soit pour le diagnostic, mais aussi pour le pronostic, pour la recherche, pour la biologie moléculaire, pour caractériser les tumeurs. Mais en tout cas, pour rester dans les guidelines, il faut faire une biopsie. Oui, il fallait, je pense que ça aurait été bien de lui faire une biopsie non tumorale, du foie non tumoral. Cette malade a été gérée, pas dans le service, mais en tout cas, malheureusement, la biopsie du foie non tumoral n'a pas été faite. On ne l'a pas refaite parce que cette malade n'a aucun antécédent et que le foie paraît tout à fait normal au scanner et qu'il n'y avait aucun signe de cirrhose ou d'hépatopathie ou d'hypertension portale. Voilà, donc, bien sûr, on aurait pu la refaire. Bon, il y a, à ma connaissance, pas beaucoup de données sur les hémorragies tumorales post-biopsie transcutanée, mais il y a quand même à peu près 3 pour 1000 dans les risques des biopsies d'hémorragie du foie, je dirais, tout court. Donc ça reste quand même un petit peu toujours à considérer quand on a vraiment besoin d'une biopsie ou pas, et c'est à mettre un peu dans la balance. Le deuxième point sur le plan diagnostique, donc je quitte la partie carcinologique et je voudrais quand même un petit peu, parce que dans la présentation, on voit en effet
qu'il y a un syndrome compressif sur la convergence biliaire et on n'a pas de certitude sur un envahissement biliaire. Est-ce que cela est déjà un frein? Est-ce que cette dame-là, déjà d'emblée, vous avez évoqué la prise en charge d'emblée par une résection hépatique? Parce que si elle a un foie qui est a priori sain, et on a tous les éléments cliniques et biologiques pour le penser, et morphologiques d'ailleurs, pour le penser, donc on se retrouve devant une tumeur du foie gauche, développée sur un foie, on va dire, non cirrhotique, parce que la définition du foie sain reste toujours difficile. Est-ce qu'il y a matière à aller plus loin, ou comment l'IRM a pu vous montrer les rapports avec les voies biliaires au niveau de la convergence? Alors, je vais parler, M. Salamé, de toute la prise en charge, mais tout de suite, quand c'est moi qui ai vu cette patiente en consultation, tout de suite, en voyant ces rapports avec la convergence biliaire, avec la petite dilatation en amont, certes, on n'a aucune certitude d'un envahissement de la voie biliaire principale, et on s'est dit, si on opère cette malade d'emblée, on peut passer, ça peut se décoller, souvent ça se décolle, mais on peut ne pas passer. Je pense que l'envahissement, très difficile de le voir, mais dès que c'est une tumeur qui se pose sur la convergence et qu'il y a une dilatation en amont, on est un tout petit peu inquiet pour les voies biliaires, mais on ne peut en aucun cas, à mon avis, sur l'imagerie, être sûr de l'envahissement. Est-ce que c'est un envahissement ou est-ce que c'est une tumeur qui va se décoller du toit? Voilà, mais en tout cas, je vais aborder cette question un peu plus loin dans la présentation. On va peut-être avancer. Il y a Alors, voilà, pardon, il y a juste une question. Au vu de l'imagerie et tout d'alpha-photo, la biopsie est-elle indispensable? Je pense qu'on a répondu à cette question. D'accord. Alors, comment on va traiter cette malade? Quand on regarde les recommandations mises à jour très récemment, cette tumeur, finalement, c'est une BCLC-A. Cette tumeur est unique. La fonction hépatique est correcte, le taux de bilirubine est normal, il n'y a pas d'hypertension portale, donc on a tout à fait le droit d'évoquer la résection ou de proposer la résection chirurgicale. Alors, comme je le disais, donc cette malade, ce qui nous pousse pour la résection, ou en tout cas ce qui est pour la résection, c'est le très bon état général de la malade. La tumeur est unique, le bilan d'extension est négatif, la fonction hépatique est tout à fait normale, cette tumeur se développe dans le foie gauche, donc il lui restera son foie droit, on n'a aucun problème de volume du futur foie restant, et puis il n'y a pas d'hypertension portale. Par contre, comme on l'a discuté, risque important, à mon sens, de résection incomplète, R2 ou moins R1, on sera en contact, aucune marge possible. Risque biliaire, un risque de plaie biliaire, on va passer en contact et on sait que ces chirurgies en contact du toit de la convergence, il y a toujours un risque biliaire. Et puis l'alpha-photoprotéine, si cette malade est quand même assez élevée. Alors, ça donne quoi la résection du gros carcinome hépatocellulaire, la résection chirurgicale? Quand on regarde cette série publiée par chez Tanalim en 2014, 616 patients qui avaient des carcinomes hépatocellulaires uniques, 403 malades avaient des CHC inférieurs à 5 cm, 172 entre 5 et 10 cm et 41 malades avaient des tumeurs supérieures à 10 cm. Alors, quand on voit la survie sans récidive, ça récidive pas mal. Inférieur à 5 cm, c'est 32%. Au-delà, en fait, ça chute 26% pour ceux qui avaient des tumeurs entre 5 et 10 cm et 24% au-delà de 10 cm. La survie sans récidive, c'est pas mal, 69% pour les malades inférieurs à 5 cm et puis un peu moins pour les autres. Est-ce qu'il y a une différence? La différence est surtout la différence est significative entre le groupe de malades qui avaient des tumeurs inférieures à 5 cm et les autres. Par contre, au-delà de 5 cm, la taille n'a plus, en fait, il n'y a plus de différence entre ceux qui avaient des tumeurs entre 5 et 10 cm et ceux qui avaient des tumeurs plus gros. Alors, plus la taille de la tumeur est grande, plus il y a des risques de l'existence de facteurs de mauvais pronostic. Invasion microvasculaire, vous voyez, plus la tumeur grossit, plus il y a des invasions microvasculaires.
et plus il y a des nodules satellites. Les malades qui avaient entre 5 et 10 cm, notre malade avait à 7 cm de grand axe, moitié avaient des invasions microvasculaires et le quart avait des nodules satellites. Dans la même série, donc, on regarde les facteurs de mauvais pronostic, c'est la fonction hépatique un peu dégradée, la cirrhose, le Child B, le verre d'indocyanine avec une retention à 15 minutes supérieure à 10, et en fait, surtout l'invasion microvasculaire et les nodules satellites. Ce qui est intéressant, c'est que sur ces 616 malades, 389 malades avaient des carcinomes hépatocellulaires, et en fait, sans invasion microvasculaire ni nodules satellites, et là, la taille n'a pas d'impact sur la survie. Alors, un nomogramme a été publié là en 2023 dans Annals of Surgical Oncology. C'est une étude multicentrique internationale, 689 patients opérés pour carcinome hépatocellulaire, dont 323 malades avaient des invasions microvasculaires. Et en fait, quand on regarde le risque de notre malade qui avait 78 000 nanogrammes par millilitre d'alpha-photoprotéines et une tumeur de 7 cm, et puis des neutrophiles à 78% et des lymphocytes à 14%, ben, notre malade a presque 100% de risque d'avoir des invasions microvasculaires et donc de se retrouver dans cette courbe de survie sans récidive et cette courbe de survie globale. Donc tout de suite, elle est de mauvais pronostic. Alors, le dossier a été présenté à la RCP du tumeur hépatique à Rennes et on s'est dit peut-être qu'on ne va pas lui faire de la résection d'emblée et on va commencer par un traitement de réduction ou d'induction. Là, c'est les recommandations qui ont été publiées en 2022. Et donc, radioembolisation ou chimioembolisation comme traitement de réduction tumorale pour revenir à la résection. Voilà. À vous, Monsieur Salamé. Merci, Ethem. Voilà, ben, écoutez, la prise en charge me paraît assez claire et bien construite, c'est-à-dire sur le risque proportionnel d'envahissement microvasculaire de nodules satellites au fur et à mesure que la taille de la tumeur principale est gros et de plus en plus gros. Et de ce fait, c'est logique de considérer de mettre le maximum de chances pour éviter la récidive après résection hépatique. La question qui se pose, si cette patiente devait avoir une résection anatomique, aujourd'hui, elle serait trop large ou bien suivie d'une reconstruction biliaire. Et c'est un petit peu pour ça, j'imagine, que la RCP de Rennes a décidé de faire un traitement néoadjuvant à viser plutôt au moins de downstaging. En fait, j'imagine, c'est ça l'objectif. Exact, exact. Donc, bon, vous avez fait l'extension, ce qu'on fait tous pratiquement maintenant au diagramme du BCLC, mais en réalité, dans le BCLC, c'est plus pour les foies cirrhotiques. Mais on fait tous cette extension pour un petit peu la caser quelque part, puisqu'il n'y a pas aujourd'hui de recommandations aussi claires ou d'algorithmes comme le BCLC. Donc, moi, jusque-là, je suis ouvert aux questions, mais je suis un petit peu convaincu par cette prise en charge, un peu innovante, il faut le dire, hein, mais on va entendre l'expert nous parler un petit peu des attentes de la radioembolisation en néoadjuvant à la résection hépatique. Donc, si il y a une question, docteur Filali Tahar, qui dit si on se trouve devant deux masses hépatiques sur deux segments différents, sur un foie apparemment sain à l'IRM, est-ce que vous allez garder la même démarche diagnostique pour la biopsie sur le tissu sain? Est-ce que vous voulez répondre, Ethem? Oui, si vous voulez. De toute façon, les recommandations pour la biopsie ne dépendent pas du nombre des tumeurs. C'est les caractéristiques radiologiques. Après, parfois, les malades ont le droit d'avoir un carcinome hépatocellulaire et un cholangiocarcinome. Tout dépend des caractéristiques radiologiques et de l'existence d'une cirrhose sous-jacente. Donc, on revient aux mêmes recommandations. Voilà. Et pour la biopsie du tissu sain, je pense qu'il faut toujours la faire quand on envisage une biopsie tumorale ou hépatique. Exactement. Alors, pour le traitement d'induction ou de réduction,
la place de la chimio-embolisation pour rendre résécable ce que ne l'est pas. Quand on regarde la littérature, en fait, une série chinoise qui a été publiée en 2016, 831 patients avaient des carcinomes hépatocellulaires non résécables. Ces malades ont été traités par chimio-embolisation. 82 malades devenus secondairement résécables. Et donc, dans ce groupe de 82 malades, 43 malades ont été opérés et 39 ont refusé la chirurgie. Et quand on compare la survie de ces deux groupes, ceux qui sont devenus secondairement résécables, la moitié ont été opérés, la moitié restée avec que la chimio-embole, vous voyez tout de suite, il y a une différence de survie globale entre les deux groupes en faveur du groupe qui a eu de la chirurgie. Alors, quand on regarde la réponse à la chimio-embolisation, finalement, les malades qui avaient une réponse complète à la chimio-embolisation, finalement, ne tirent pas profit de la chirurgie. C'est-à-dire que la survie, là, il n'y a aucune différence. Par contre, ceux qui ont eu une réponse incomplète à la chimio-embolisation, là, il vaut mieux les opérer parce qu'une meilleure survie. Donc, en fait, la chirurgie vient compléter la réponse à la chimio-embolisation. Alors ça, c'était pour les malades non résécables. La chimio-embolisation pour les carcinomes hépatocellulaires résécables. En fait, quand on regarde cette série dans le BGS en 2006 de Beaujean, c'était une série de 36 patients qui avaient des cirrhoses, qui avaient des carcinomes hépatocellulaires, qui étaient candidats à des hépatectomies droites. Et donc, il fallait faire grossir le futur foie restant, c'est-à-dire le foie gauche. Et en fait, pour le faire, 18 malades ont reçu de la chimio-embolisation suivie 3 semaines après d'une embolisation portale droite et 18 malades ont eu une embolisation portale droite sans chimio-embolisation. Et quand on regarde les résultats, alors en matière d'hypertrophie du futur foie restant, tout de suite on voit que l'embolisation portale droite plus la chimio-embolisation fait mieux que l'embolisation portale droite tout seul, mais surtout dans les résultats oncologiques, la survie sans récidive, tout de suite, elle est meilleure chez les malades qui ont eu la chimio-embolisation et l'embolisation portale droite par rapport à ceux qui ont eu que l'embolisation portale droite. Alors, beaucoup de choses ont été écrites sur la chimio-embolisation dans un objectif néoadjuvant dans les carcinomes hépatocellulaires. Et quand on regarde cette méta-analyse, finalement, qui a été publiée en 2019, rien n'est recommandé en routine, rien n'est validé. Donc, pour le moment, ce traitement n'a pas été validé. Alors, le deuxième traitement de réduction, c'est la radioembolisation. Et je laisse la parole à Étienne Garin, qui vous parlera de ça beaucoup mieux que moi. Étienne, à toi. Il faudra que tu actives. Oui, voilà, bonjour à tous et à toutes. Donc, Ethem, je te remercie de m'avoir proposé d'intervenir sur la radioembolisation, les principes et puis comment on a géré cette patiente. Je vais partager mon écran, comme ça, ce sera plus facile pour suivre mes diapositives. Je passe en plein écran. Voilà, je pense que vous devez voir normalement la suite de la présentation. Donc, la radioembolisation, en termes de principe, ça repose sur l'administration d'une forte dose de radioactivité directement dans l'artère hépatique des patients. Je rappelle qu'aujourd'hui, il y a 2 produits disponibles, notamment en France, marqués avec l'yttrium 90 comme émetteur, des microbilles de verre, produits TerraSphere et des microbilles de résine. Ça a une importance de rappeler cela parce que les 2 produits, quand on les utilise, on va injecter un nombre différent de microbilles et l'effet sur les tissus, la radiobiologie, elle dépend aussi de l'hétérogénéité de distribution de la dose. Et en fait, les propriétés radiobiologiques des 2 produits sont légèrement différentes et on verra en termes de dosimétrie que les doses tumoricides décrites avec le produit TerraSphere ou le produit Sirsphere ne sont pas exactement les mêmes, en particulier dans le carcinome hépatocellulaire. Donc, l'objectif, c'est de délivrer une dose absorbée tumoricide à la tumeur et de préserver au mieux le foie sain. Et je voudrais rappeler également que malgré le terme couramment utilisé de radioembolisation,
le principe actif est exclusivement les rayonnements ionisants. Si on regarde l'imagerie présentée ici, on a une artériographie avant injection des microsphères à gauche, à droite après injection des microsphères, et on voit très bien qu'il n'y a aucune embolisation macroscopique comme on le peut voir après la chimioembolisation. Donc, c'est vraiment une technique de radiothérapie interne. C'est une approche qui est considérée comme sécurisée dans la mesure où on ne va pas faire cette radioembolisation d'emblée, on va la précéder par une simulation du traitement. Cette simulation, elle va comprendre 2 examens fondamentaux, l'angiographie hépatique dite diagnostique, suivie d'une scintigraphie de perfusion hépatique au macroagrégat d'albumine humaine marqué au technétium 99M. Et l'objectif de cette simulation, si on regarde, concernant l'angiographie diagnostique, ça va être évidemment d'analyser le lit artériel, mais également d'optimiser le positionnement du cathéter pour optimiser le traitement en termes de ciblage tumoral et d'absence de ciblage de structures à protéger, dont l'estomac. Et quand on pense qu'on est en bonne position de traitement, eh bien, on va injecter le traceur pour faire la scintigraphie, les macroagrégats. Et l'objectif de cette scintigraphie comporte différents éléments. Tout d'abord, la recherche de contre-indications absolues au traitement, que sont les shunts pulmonaires excessifs qui vont entraîner une surirradiation des poumons et les shunts digestifs, notamment gastro-duodénaux, pour lequel il y a un risque d'ulcère radio-induit qui est important dans cette configuration-là, si on voit des petites branches à visée duodénale ou gastrique. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, la scintigraphie va également permettre d'évaluer la qualité du ciblage tumoral. Et puis, les scintigraphies, ce sont des examens dits quantitatifs, c'est-à-dire qu'on va pouvoir quantifier la quantité de radioactivité dans les différentes structures, que ce soit la tumeur ou le foie sain traité, et on va pouvoir avoir une approche dosimétrique pré-thérapeutique, et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc, cette simulation, c'est une certaine contrainte dans l'organisation, mais il faut vraiment garder à l'esprit que c'est un avantage majeur, c'est un outil de screening pour sélectionner les bons candidats, premièrement, éliminer des contre-indications sévères, et puis surtout, ça permet de personnaliser le traitement en termes de dosimétrie que l'on va délivrer aux patients. Alors, si on va un petit peu plus loin dans la sécurisation et dans les notions de dose, eh bien, vous voyez ici qu'en termes de doses tumoricides qui ont été décrites dans la littérature sur un certain nombre d'études qui ont analysé la relation dose absorbée et réponse à la tumeur, eh bien, avec les microbilles de verre, la dose tumoricide aujourd'hui reconnue est la dose de 205 Gray, alors que pour les billes de résine, cette dose reconnue pour le CHC est comprise entre 100 et 120 Gray. Donc aujourd'hui, on a bien la preuve clinique que la radiobiologie des 2 produits est un petit peu différente. Après, à nous d'adapter la dosimétrie en fonction du produit. Ce n'est pas compliqué, mais il faut juste le savoir. Sur ces différentes études, on voit que le fait de délivrer une dose tumoricide supérieure, une dose tumorale supérieure à la dose tumoricide présente un impact important sur le taux de réponse, que ce soit avec les billes de résine comme dans cette étude ou avec les billes de verre comme dans cette étude-là. Mais on voit qu'il y a également un impact important sur la survie globale qui, en fonction des études, lorsque l'on dépasse la dose tumoricide, eh bien, la survie globale est multipliée par un facteur 2 à 3. La plupart de ces études sont des études rétrospectives. Il y en a une qui est une étude prospective randomisée, c'est l'étude Dosisphère dont je vais redire quelques éléments. Cette étude Dosisphère, donc, qui est une étude multicentrique que l'on a réalisée à l'échelon français avec 4 centres inclueurs, eh bien, on a randomisé le traitement avec radioembolisation par le produit Therasphère en utilisant soit une approche dosimétrique standard, c'est-à-dire sans adapter la dose à la tumeur, soit une approche dosimétrique personnalisée dans laquelle l'objectif était de délivrer plus que 205 Gray à la tumeur.
Donc, cette étude prospective a montré, dès l'analyse intermédiaire, une positivité du critère de jugement principal qui était le taux de réponse, qui était doublé en dosimétrie personnalisée, 71% de réponse contre 50% en dosimétrie standard, mais elle a surtout montré en intention de traiter une différence très significative de la survie globale des patients dans le bras dosimétrie personnalisée avec une médiane à 26 mois pour une médiane de seulement 10,7 mois dans le bras dosimétrie standard. Et cette étude aujourd'hui est considérée comme une étude pivot parce qu'elle a clairement redémontré que quand on parle de radioembolisation, la dose à la tumeur est un élément clé dans l'efficacité des traitements. La différence de survie est encore plus importante si on analyse, cette fois plus en intention de traiter, mais en fonction de la dose reçue à la tumeur, 26 mois si la dose dépasse 205 contre seulement 7 mois si elle était inférieure à 205. Et puis, cette étude n'a pas mis en évidence de significativité sur la survie sans progression, mais elle n'était pas designée pour, et les patients étaient censurés au moment d'une éventuelle chirurgie. Et le deuxième résultat extrêmement important de cette étude, qui est un résultat inattendu, c'est quand dans le bras dosimétrie personnalisée, 35% des patients ont pu être downstagés vers une résection. C'était principalement des patients avec des grosses lésions. La taille moyenne des lésions dans cette étude était de plus de 10 cm et plus de 60% des patients avec une thrombose porte. Donc, on voit en dosimétrie standard, personnalisée, 35% de downstaging vers une résection contre seulement 3,5% avec l'approche dosimétrique standard. Sur les patients qui ont été réséqués, 91% avaient une résection R0 et par contre, seulement 10% avaient une réponse histologique complète. Donc, c'est un petit élément pour dire que vraisemblablement, sur ces grosses lésions, même si on a une bonne réponse radiologique, la chirurgie reste intéressante derrière parce que la réponse histologique, elle, n'est pas complète. Donc voilà pour cette étude Dosisphère qui a rebalayé un petit peu les cartes sur la radioembolisation, car je rappelle que les 3 études randomisées qui ont comparé la radioembolisation par rapport au traitement systémique sont toutes revenues négatives sur leur primary endpoint qui était la survie globale. Mais je rappelle que dans ces 3 études, il n'y avait absolument pas de dosimétrie personnalisée. Quand on voit les résultats ici, on comprend aisément pourquoi ces 3 études randomisées étaient négatives. 2 concepts dosimétriques sont particulièrement intéressants, en particulier dans un éventuel concept de traitement néoadjuvant, parce que ce sont des approches dosimétriques que l'on va utiliser à visée curatrice pour des patients qui éventuellement n'auront que la radioembolisation, mais on peut aussi les utiliser en traitement néoadjuvant. C'est décrit dans la littérature. Le premier concept, c'est le concept de lobectomie radique. Le mot radique veut bien dire qu'on ne va pas enlever le foie, mais en fait, on a observé, et ça a été démontré dans cette première étude en 2009, que pour certains patients, on avait une atrophie importante du lobe traité et une hypertrophie importante du foie non traité. Et cette hypertrophie, par rapport à l'embolisation portale, elle est retardée, elle met 3 à 6 mois à se mettre en place. Et cette approche a en fait 4 objectifs qui sont intéressants et dont certains on va retrouver pour la patiente considérée. Premièrement, on va traiter efficacement la néoplasie sous-jacente. Deuxièmement, on va améliorer la marge de sécurité, notamment vis-à-vis des vaisseaux et éventuellement des voies biliaires. On va pouvoir hypertrophier le foie restant en cas de futur remnant cleaver insuffisant. Et la dernière chose, c'est que cette approche, comme elle prend du temps, elle va permettre d'évaluer la biologie de la tumeur. C'est ce qu'on appelle le biological test of time, où on va pouvoir détecter des éventuelles récidives précoces qui en fait seraient de ce fait des mauvaises indications à la chirurgie. Et on peut voir que différentes publications ont montré qu'on avait une proportion importante et une hypertrophie importante, même chez des patients qui ont une cirrhose sous-jacente. Donc ça, c'est le premier concept particulier. Le deuxième, c'est le concept de segmentectomie radique, et c'est ce concept-là qu'on a utilisé pour la patiente. Dans ce concept, l'idée, c'est de délivrer une dose extrêmement élevée à 1 ou 2 segments
Et avec les billes de verre, la dose qu'on délivre en moyenne, qui ont été décrites dans cette première publication, c'est 221 gray. Et on peut voir sur les différentes études de segmentectomie radique qu'on peut atteindre des doses extrêmement élevées sans toxicité locale, puisque des doses de plus de 3000 gray au segment ont été décrites dans la littérature. Et puis, la dernière information qu'il est importante pour vous de connaître, c'est que si on délivre avec les billes de verre une dose au segment supérieur à 400 gray, on maximise la probabilité de réponse histologique complète puisqu'elle est décrite à 100% dans une étude qui a été publiée il y a 1 an. Pour revenir un petit peu sur la question chimio-embolisation versus radio-embolisation en traitement néoadjuvant et dans un cadre un petit peu plus large, 2 études randomisées ont comparé chimio-embolisation et radio-embolisation. Ces 2 études sont positives et en faveur de la radioembolisation. La première, publiée en 2016, qui montre une survie sans progression très significativement augmentée avec la radioembolisation, non atteinte dans le bras radioembolisation contre environ 8 mois dans le bras chimioembolisation. Et la deuxième étude qui a été publiée l'année dans une situation néoadjuvante, mais cette étude randomisée montre cette fois non seulement une significativité sur la survie sans progression, mais aussi sur la survie globale, puisqu'elle est doublée dans cette étude après radioembolisation, 30 mois contre seulement 15,6 mois pour les patients qui ont reçu un traitement par chimioembolisation de type drug-eluting beds. Alors, si on revient à un autre patient, donc on a proposé en RCP de réaliser une radioembolisation, donc avec un cathétérisme sélectif de l'artère du segment 4. Excusez-moi, je suis allé un petit peu trop vite. Puis, on voit à ce moment-là, quand on est en position de traitement, on fait un cone beam CT, donc une acquisition type scanner pendant l'injection intra-artérielle, et on voit bien ici l'hypervascularité de la tumeur. Donc, le cathéter est en bonne position de traitement, on a un bon ciblage de la tumeur. Et donc, on a injecté les macroagrégats et on retrouve ici, c'est allé un petit peu vite, je vais repasser, le bon ciblage tumoral de les macroagrégats et puis on voit aussi un petit peu de foie sain. Donc là, cette simulation, d'un point de vue simplement d'imagerie, montre qu'on est en bonne situation de traitement et qu'on va pouvoir traiter de façon efficace. Si on va un petit peu plus loin sur cette scintigraphie au macroagrégat, elle nous a également permis de s'assurer que la patiente n'avait pas de shunt pulmonaire excessif, pas de shunt digestive vis-à-vis de l'estomac, donc pas de risque de complications. Et puis, on a réalisé une dosimétrie prévisionnelle basée sur les macroagrégats de manière à délivrer plus que 450 gray au segment 4 traité et de délivrer également une dose très supérieure à la dose tumoricide décrite pour le produit Terrasfer. On a prévu de délivrer 615 gray à cette patiente. Et on voit ici la tumeur avec les macroagrégats et un petit peu au-dessus le foie sain du segment 4 qui sera traité également. Donc, le jour de traitement, on refait les mêmes examens. L'artériographie, cette fois, à visée thérapeutique. Il faut que le radiologue soit capable de repositionner le cathéter au même endroit et de s'assurer qu'on ait un bon ciblage tumoral, ce qui a été fait ici. On voit le CBCT en position de traitement avec la très bonne vascularisation et le très bon ciblage de la lésion. Et donc, on a injecté la dose thérapeutique de 1,95 gigabecquerel et après le traitement, on fait un contrôle de qualité de l'implantation des microsphères et on réalise une scintigraphie post-thérapeutique. Et vous voyez ici, on vient de voir passer, je vais repasser très rapidement, le ciblage exclusif de la lésion. Donc, ce contrôle post-thérapeutique permet de s'assurer que l'implantation du produit a été réalisée au même endroit. Et je vais repasser la parole à Étienne qui va vous expliquer la suite de la prise en charge de cette patiente. Étienne, merci. Étienne, j'ai juste une question à poser. On a vu tout à l'heure que ce gros carcinome hépatocellulaire était posé sur la convergence. Tu délivres à cette tumeur des doses
de produits radioactifs élevés, donc 650 Gray, c'est beaucoup. Il n'y a pas un risque pour les voies biliaires? Alors, les différentes études qui ont analysé la segmentectomie radique avec des doses de ce type-là au segment, hein, on n'avait que 450 Gray au segment. Certaines études sont allées jusqu'à 3000 Gray au segment. Pour l'instant, aucune étude n'a décrit réellement de complications biliaires, au moins sur l'imagerie. Après, s'il y a une chirurgie, probablement il faudra être très vigilant à la présence de complications biliaires éventuellement plus fréquentes. Mais pour l'instant, ça n'a pas été clairement démontré. En tous les cas, radiologiquement, non, et en post-chirurgical, non, mais je pense qu'Etem en parlera. Merci Étienne. Monsieur Salamé, je passe cette diapositive pour vous donner le résultat du traitement à la radio-embole et je vous laisse la parole. Alors, cette malade a été contrôlée, un scanner à 5 mois de la radio-embolisation. Et donc, vous voyez, là, c'est un scanner injecté avec le temps artériel et je vous montre le résultat. Vous vous rappelez de l'aspect de la tumeur avant traitement et puis l'aspect après traitement. Vous voyez, il y a une nécrose complète. On voit que cette tumeur ne prend plus beaucoup le contraste au temps artériel et elle est beaucoup plus petite qu'au départ. Là, elle fait que 3 ou 4 cm de grand axe post-traitement. Pareil, au temps portal, vous voyez le même aspect de cette tumeur. Voilà, je vous laisse la parole, Monsieur Salamé, pour commenter cette partie. Merci beaucoup. Moi, je voudrais revenir au cahier des charges initial en fait, de cette tumeur, parce que finalement, le but est aujourd'hui, parce que la majorité des études, et merci au docteur Garin, parce qu'il était très, très précis et pour cette belle révision un peu de la littérature sur la radioembolisation, en particulier dans un contexte de néoadjuvant et à la résection curative. Et en fait, le cahier des charges, c'est de réséquer la tumeur dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, on n'a pas d'étude qui ait démontré l'efficacité de la radioembolisation. Et puis surtout que initialement, ce qui nous inquiétait, c'était l'atteinte biliaire. Et comme l'a rappelé Karim Boudjema, en fait, l'atteinte biliaire, elle peut être aussi post-radique, on ne sait pas trop, donc on est un peu dans l'inconnu là-dessus. Il y a aussi des hépatites induites après radioembolisation. Donc, je me demande à quel point on ne fait pas perdre de chance à cette dame qui était d'emblée résécable sur un foie non cirrhotique, j'entends, d'emblée, et qui aurait pu avoir une résection curative. Et je voudrais un peu qu'on discute de cette option maintenant qu'on a eu des éclaircissements sur la radioembolisation néoadjuvante. Étienne, je te laisse répondre peut-être. Alors, je peux répondre assez facilement à la première question, enfin à une des questions qui est l'hépatite radique. Vous avez tout à fait raison, Monsieur Salamé, on peut voir des hépatites radiques après radioembolisation, mais ce sont chez des patients pour qui on va traiter des très gros volumes, voire le foie total. Ici, dans le cadre de la segmentectomie radique, on traite un tout petit segment. La réserve, entre guillemets, hépatique qui ne va pas être traitée est largement suffisante. Donc, on n'a jamais vu d'hépatite radique après segmentectomie radique. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de perte de chance. Concernant la possibilité de toxicité biliaire, vous avez également tout à fait raison. Il n'y a pas d'études aujourd'hui qui démontrent clairement la présence ou qui démontrent l'absence de toxicité biliaire. Donc, on reste avec une interrogation à ce niveau-là. Cette patiente, les deux éléments, je pense, qui nous ont conduit à proposer la radioembolisation, c'est effectivement cette proximité par rapport à l'axe biliaire et on sait notamment que quand on a une proximité importante par rapport au vaisseau
la radioembolisation peut permettre de voir arriver un plan de coupe avec du tissu sain. C'était la première idée, je pense, vraiment de downsizing et d'essayer d'écarter la lésion des structures à préserver. La deuxième, c'était le taux d'alpha-fétoprotéine extrêmement élevé, pour lequel on avait un petit peu peur d'aller d'emblée sur une patiente qui peut-être avait déjà d'autres nodules non détectés ou des métastases. Et donc, l'objectif, c'était aussi d'évaluer le biological test of time. Mais je vous rejoins sur le fait qu'aujourd'hui, aucun élément permet de valider clairement cette stratégie. On reste sur vraiment du cas par cas. Mais merci beaucoup pour ces éclaircissements très, très clairs. Et donc, Ethem, qu'est devenu l'alpha-photo 5 mois après le… Alors, oui, l'alpha-photoprotéine était à 5. C'est un effondrement complet de l'alpha-photoprotéine et le dossier de cette patiente a été présenté à la RCP après ce scanner à 5 mois de la radio-embolisation. Et avec ces chiffres d'alpha-photoprotéine, avec ce résultat, on a décidé d'opérer la patiente. Alors, je vais continuer dans la présentation pour parler de la voie d'abord qu'on va utiliser. Il y a juste quelques oui, questions. allez-y. Est-ce qu'on a sur le… Donc, il y a des questions. Faut-il faire une cholangioscopie pour voir le rapport entre tumeur et voie biliaire? On peut dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout… ça ne fait pas partie du bilan d'extension. On se contente de l'imagerie en coupe et des l'IRM qui ont été faites. Emmanuel Felli, pour les tumeurs qui répondent à la radioembolisation avec downstaging, on note un sous-type histologique ou un degré de différenciation en particulier plus fréquemment associé, point d'interrogation. Je ne sais pas. Moi, je n'ai pas cette information, qu'il y a des tumeurs qui ont une biologie moléculaire plus favorable à une réponse à une radioembolisation. Étienne, je ne sais pas si tu as une réponse. Non, je n'ai pas de réponse particulière là-dessus. Je ne crois pas qu'il y ait de choses Moi, j'en ai pas vu non plus. de décrites. Y a-t-il indication à administrer un traitement systémique pendant l'intervalle d'attente pour un meilleur contrôle à distance, docteur Benhammer? La réponse est non. Pour aujourd'hui, on attend, on fait des contrôles 1 mois, 3 mois et 6 mois après la radioembolisation, mais entre-temps, si ça parle de l'immunothérapie, on ne fait pas de l'immunothérapie dans l'intervalle. Donc, au fait, se pose tout de suite une question. Quel est le timing de la résection après une radioembolisation? Oui, tout à fait. Tout à fait. Souvent, les malades, ils sont opérés vers le 6e mois. C'est là où on voit le maximum de réponse à la radioembolisation. Donc, 6e mois sans traitement systémique. Mm. Et puis, Bouken, quelles sont les limites d'indication de la radioembolisation? Donc, c'est un peu très large. Je pense qu'il faut quand même se limiter au traitement néoadjuvant. C'est un peu le cadre de notre exposé ce soir. Exactement. C'est le test diagnostique. Je crois que le docteur Garin était très clair au départ. Vous souhaitez mettre un commentaire, M. Garin? Oui, peut-être en quelques mots. En néoadjuvant, alors il y a néoadjuvant avant résection, c'est vrai qu'il y a les indications, enfin clairement le patient qui peut être opéré d'emblée sans aucune difficulté doit être opéré d'emblée. Il n'est pas question de faire une radioembolisation néoadjuvante chez un patient qui ne pose aucun problème, c'est-à-dire un patient qui aurait une réserve hépatique suffisante, qui aurait une petite lésion à distance des structures nobles, qui aurait une alpha-fétoprotéine basse. Voilà. Après, dès qu'on se pose la question de la résécabilité, d'une réserve hépatique qui est trop faible ou d'une biologie potentiellement agressive, ça peut valoir le coup de la faire. Là où il est le plus décrite aujourd'hui, c'est en bridging avant transplantation hépatique où il y a des segmentectomies radiques, mais avant résection, ça reste quand même assez restrictif comme indication. Si je peux me permettre, Ephrem, une petite
précision, peut-être pour nos jeunes collègues, là, on utilise souvent deux termes, néoadjuvant, induction. Je crois qu'il faut rester précis. Le néoadjuvant, on traite la maladie invisible, alors que l'induction, on traite la maladie visible. On utilise le terme induction lorsqu'il s'agit de réduire le volume tumoral et le terme néoadjuvant lorsqu'il s'agit de traiter avant la chirurgie pour éviter la récidive métastatique au niveau du foie ou à distance. Alors, dans le cas de notre patiente, il s'agit d'un traitement d'induction. Hein. Donc, il s'agissait de réduire le volume tumoral pour rendre résécable une tumeur a priori non ou difficilement résécable d'emblée. Et on va aborder une partie plutôt plus chirurgicale pour parler de la voie d'abord qu'on va utiliser pour opérer cette malade. Est-ce qu'on va l'opérer en laparotomie, en cœlioscopie? En fait, quand on regarde cette série publiée en 2022 de 265 malades opérés d'un carcinome hépatocellulaire de plus de 5 cm, 146 ont été opérés en laparotomie et 119 en cœlioscopie. La cœlioscopie ne fait pas moins bien que la laparotomie. Vous voyez, en matière de survie globale et de survie sans récidive, un peu mieux pour la cœlioscopie. Pour le séjour post-opératoire, les malades opérés en cœlio restent un peu moins longtemps à l'hôpital. Cette méta-analyse qui a colligé 51 études de 6812 patients, 2700 en cœlio, 2786 en cœlioscopie et 4026 en laparotomie. En fait, la laparoscopie fait moins saigner, donc on transfuse moins quand on opère les malades en laparoscopie. Les malades restent un peu moins longtemps à l'hôpital. La mortalité à 30 jours est meilleure dans le groupe laparoscopie. Morbidité est moindre avec la laparoscopie. Et puis la cellule à laparoscopie, c'est pas plus long que la laparotomie. En matière de résultats oncologiques, les marges de résection, c'est pareil. Le taux de résection R0, pareil. Et la survie globale à 1 an est meilleure dans le groupe laparoscopie. On va opérer cette malade avec quelle marge de résection? La question a été beaucoup discutée, mais en tout cas, 169 patients ici publiés dans Annals en 2007, la moitié avec une petite marge inférieure à 1 cm et le deuxième moitié avec une marge supérieure à 2 cm. Vous voyez, quand on se met à 2 cm, on a des meilleurs résultats en matière de survie globale et de survie sans récidive par rapport aux malades opérés avec une marge inférieure à 1 cm. Et donc, une méta-analyse publiée en 2022, finalement, il faut se mettre à au moins 1 cm d'un carcinome hépatocellulaire quand on l'opère. 12 295 patients, 37 études. Alors, il faut faire quel type de résection? Je parle de la résection anatomique. Est-ce qu'il faut faire une résection anatomique ou pas anatomique? Alors, ça veut dire quoi une résection anatomique? C'est réséquer tout le territoire ou tout le parenchyme qui est vascularisé par une branche porte. Là, vous voyez cette tumeur, par exemple, qui se développe dans le segment 8 ventral. Pour faire une résection anatomique, il faut couper le pédicule portal du 8 ventral, dévasculariser et enlever tout le parenchyme qui correspond à ce pédicule portal. Et en fait, si vous faites une résection comme ça, en suivant le B', vous faites une résection anatomique et vous laissez tout ce territoire portal dans lequel peut y avoir des micrométastases sources de récidive. Alors, quand on regarde les séries, 210 patients ici, entre résection anatomique, 156 patients et 54 patients ont été réséqués par une résection non anatomique. Tout de suite, les résultats sont meilleurs quand on fait de la résection anatomique. Donc, encore une fois, il faut faire de la résection anatomique. On est mieux en matière de survie globale et de survie sans récidive. Pareil, ici, dans J-Hépatol en 2016, 209 patients du CHC unique, des malades cirrhotiques. Et en fait, la résection anatomique fait mieux en matière de marge de résection, fait mieux en matière de suite post-opératoire. Les complications, ça se complique moins quand on opère en cellio. Il y a moins de fuite biliaire quand on opère en anatomique, excusez-moi. Il y a moins de fuite biliaire quand on opère en anatomique. Il y a moins d'acide.
En matière de survie, la survie sans récidive est meilleure dans le groupe de résection anatomique et la survie globale est pareille. Donc, en fait, encore une fois, il faut faire de la résection anatomique et il faut faire de la résection avec une marge d'au moins 1 cm. Alors, notre malade a été opéré par voie laparoscopique, cholécystectomie, une segmentectomie S4 antérieure et suite opératoire était parfaitement simple. Et vous voyez l'anatomopathologie, l'examen anatomopathologique de la pièce. La tumeur est maintenant de 35 mm et la réponse histologique est complète. Il n'y a que de la nécrose et de la fibrose dans cette pièce opératoire. Voilà. Vous, Monsieur Salamé. Merci, Ethem, et bravo. Donc là, je pense que le contrat est rempli, mais reste encore une fois de plus, elle n'a pas pu avoir de résection anatomique. Alors, elle a eu une radioembolisation anatomique de tout le segment 4, mais se discute, parce que là, vous avez choisi le segment 4 et c'est, je pense, le segment le plus difficile pour la partie anatomique au niveau du foie. Je vous remercie pour cette question qui me paraît un peu difficile, tout simplement parce que c'est moi qui ai opéré la malade et en fait, quand j'ai proposé de vous présenter ce dossier à M. Boudjema, il m'a dit « J'espère que tu lui as fait une gauche ». Et en fait, non, je ne lui ai pas fait une gauche. Alors, pourquoi je ne lui ai pas fait une gauche? Parce que la segmentectomie 4 me paraissait tout à fait faisable chez cette malade. Est-ce qu'il fallait que je lui fasse une gauche? Peut-être que oui. Est-ce que si c'était à refaire, est-ce que je ferais une gauche? En plus simple en cœlioscopie, parce qu'on n'a qu'une tranche. Peut-être, mais en tout cas, est-ce que la segmentectomie 4 est une résection anatomique? Je pense que oui. Mais bon, voilà, je n'ai pas une réponse comme ça tranchante sur la question, mais je vous décris la vraie vie. Est-ce que je peux me permettre une réflexion? Oui. Quelqu'un qui ne te connaît pas, qui ne sait pas que tu sais faire les hépatectomies gauche, se serait dit, ah, tiens, oui, c'est parce qu'il était en célio, et donc plutôt que de faire une exérèse, une trisegmentectomie gauche, puisque c'est la résection qu'il faut faire dans ce cas-là, il s'est contenté de faire une exérèse non anatomique. Alors, moi, tu vois, j'aurais été moins péremptoire que toi s'agissant de dire qu'il faut faire de la chirurgie anatomique. Parce que tu n'as montré que les études qui démontrent la supériorité de la chirurgie anatomique, mais il y en a une quantité au moins aussi importante qui montre très clairement qu'il n'y a pas d'avantage à la chirurgie anatomique par rapport à la chirurgie non anatomique. Et il y a même une méta-analyse de tous les essais randomisés et comparatifs par score de propension qui montre qu'il n'y a pas de différence en termes de survie entre les résections anatomiques et les résections non anatomiques. Donc finalement, tu as bien fait de lui faire une résection non anatomique. Enfin, tu n'as pas obéré son pronostic. Ce d'autant que Étienne Garin était passé par là et avait nettoyé le secteur. Alors, juste pour vous dire, monsieur, que la segmentectomie 4 est un peu plus difficile que l'hépatectomie gauche sous cœlioscopie, parce qu'on n'a qu'une tranche. Mais bon, oui, je suis entièrement d'accord avec vous. Ceci dit, vous allez voir la suite de l'exposé. La suite de l'exposé vous montrera que finalement, je n'ai pas obéré le pronostic de cette malade. Alors, est-ce qu'on lui a fait du traitement adjuvant? La réponse est non, parce que tout simplement aujourd'hui, il n'y a rien de validé pour le traitement adjuvant. Je vous mets cette nouvelle, là, en fait, l'essai IMBRAVE qui comparait l'association atezolizumab, bevacizumab au placebo et en fait, on a finalement le résultat, mais on n'a pas les chiffres. Il est positif sur le critère du jugement principal qui est la survie sans récidive. Donc, peut-être dans un avenir très proche, on va se mettre à prescrire de l'atezolizumab aux malades opérés de CHC en post-opératoire. Mais en tout cas, aujourd'hui, il n'y a rien de validé. Et donc, cette malade, bien sûr, elle a été juste simplement surveillée. Alors,
heureusement, j'ai récupéré le scanner du mois de décembre de 2022, du mois dernier, et en fait, cette malade, elle va très bien. Elle n'a aucune récidive. Elle a une alpha-photo à 1 et puis son scanner est tout à fait normal. Il n'y a aucune récidive. Voilà, alors pour conclure, finalement, le carcinome hépatocellulaire, c'est un cancer fréquent. Il se développe sur les foies d'hépatopathie très souvent. Le diagnostic non invasif, vous l'avez compris, il faut que le malade soit sérotype connu, que la tumeur fasse plus de 1 cm et qu'il y ait la signature radiologique de carcinome hépatocellulaire. Dans les autres cas, il faut biopsier. Le carcinome hépatocellulaire sur foie sain, le traitement de référence, c'est la résection chirurgicale. Après, l'intérêt des traitements de réduction ou d'induction, quand la résection RSOE est impossible ou difficile, est discutable, en particulier celui de la radio-embolisation. Est-ce qu'il faut faire du néoadjuvant pour les carcinomes hépatocellulaires résécables? On ne le sait pas. Il y aura peut-être des essais à venir, mais pour le moment, on n'a pas la réponse. Je vous remercie. Je laisse la parole peut-être à Monsieur Salamé. Bravo, en tout cas, très bon résultat. Et j'imagine que vous n'avez pas vu les voies biliaires en péropératoire. Vous étiez loin en segmentectomie 4. Oui, là, loin de la convergence. Là, on était loin, oui. Avec des marges, parce qu'il y a une question sur les marges qui étaient saines. Exactement, les marges étaient saines et puis la tumeur était stérile. Enfin, la pièce était stérile. Bravo. Moi, je n'ai pas d'autres commentaires, mais… Je crois qu'il y a des questions, hein, Ephrem, qui ont été posées. Là, je vois le 859, 75, 56. Là. Faut-il faire une volumétrie après la radioembolisation? Étienne ou Ephrem ou Ethem? Je peux donner quelques éléments de réponse. Là, vu ce qui était prévu, une segmentectomie du 4, on n'a pas refait de volumétrie après. Par contre, si une des questions posées, c'est un futur foie restant insuffisant en volume, effectivement, on refait la volumétrie après la radioembolisation pour bien s'assurer qu'on ait eu une hypertrophie satisfaisante du futur foie restant. Donc, mêmes indications que pour l'embolisation portale. Hépatectomie majeure. Exactement, oui. Ouais. Pour ces indications-là, oui. Mais alors, dans ce cas précis, donc, il y a eu une irradiation du segment 4, point. Vous avez réussi à cathétériser l'artère du 4. C'est ça, voilà. hein? Ouais, est-ce qu'il y a eu une hypertrophie à droite et une hypertrophie des segments 2-3, c'est-à-dire du lobe gauche, après l'irradiation? Pour être honnête, je ne pense pas qu'on ait évalué cette éventuelle hypertrophie. Par contre, dans d'autres études, on l'a évalué et on a effectivement des fois des hypertrophies, même si on traite un petit volume tel qu'un ou deux segments. Mais comme la question de la réserve ne se posait pas chez cette patiente, on ne l'a pas évaluée spécifiquement chez elle. D'accord. Je vois qu'Alexis Laurent, bonjour Alexis, a fait un commentaire. Là, il parle du périmètre d'irradiation après radioembolisation, 2,5 mm dans les tissus, de 2,5 à 11 mm au maximum dans les tissus avoisinant la tumeur. Tu confirmes, tu veux commenter? Je confirme, hein, c'est le parcours des électrons dans la matière pour l'énergie donnée. Donc, en moyenne, 2,5 mm, c'est-à-dire qu'on va irradier les structures qui ne reçoivent pas, pour lesquelles il n'y a pas de microsphère d'implanté. Les structures qui sont à 2,5 mm vont être irradiées de façon moyenne. Ça peut aller jusqu'à 1 cm, mais là, la dose décroît très rapidement. Mais effectivement, on a une irradiation de proximité qui est présente. D'accord. Et Ethem, tu ne nous as pas parlé des marges et de l'histologie post-opératoire? Oui, alors, C'est une question, hein, c'est une question d'Alexis Laurent. oui, mais les marges étaient saines hein, sur la Mais résection. combien? Elles étaient de combien? Elle était de 2 mm, parce que sur le toit de la convergence. D'accord.
Donc, finalement, voilà, tu ne pouvais pas aller plus loin que le toit, quoi qu'il en soit. Non, tu ne peux Voilà. pas faire un trou dans le toit. D'accord. J'ouvre une petite parenthèse. J'ai déjà opéré un malade qui avait une nécrose complète de la convergence à la suite d'une radioembolisation. Donc, il est possible qu'il y ait des nécroses de la convergence. Mais c'était effectivement une découverte péropératoire. Rien ne permettait de le penser avant l'intervention. Au bout de combien de temps les nécroses biliaires peuvent survenir après radioembolisation? Est-ce que c'est comme la radiothérapie standard, très tardivement après? C'est des nécroses ischémiques. Moi, je ne peux pas te répondre. Hein. Cette question, je ne sais pas. J'ai l'expérience d'un cas. Hein. Mais Étienne a dit que ça n'avait pas l'air d'être une complication fréquente. Je pense qu'il y a quelques cas, il n'y a rien vraiment de publié, mais je pense que chaque équipe chirurgicale qui fait de la chirurgie post-radioembolisation, quand on discute dans les congrès, rapporte qu'ils ont eu quelques cas. Le délai, on reste sur des lésions radio-induites, donc qui sont plutôt à distance du traitement, ce n'est pas dans les semaines qui suivent. Je pense que ça se discute en mois, voire 6 mois, 1 an, mais on n'a pas énormément d'informations actuellement. Juste pour le dossier dont parle M. Boudjima, c'est une malade qui a été en fait irradiée pour une tumeur du secteur dorsal. C'était un cholangiocarcinome intrahépatique. Et en fait, cette dame, je ne sais pas quelle dose elle a reçue, mais elle a été radioembolisée ailleurs et elle est arrivée avec une nécrose de tout le secteur antérieur du foie droit et on l'a opérée 9 mois après la radioembolisation. Pour répondre à votre question. Maintenant, je n'ai pas l'impression, en tout cas, quand on a vu les images de cette malade, que la radioembolisation a été très sélective. Est-ce que c'est parce que c'est une tumeur du secteur dorsal et que c'était compliqué d'aller dans toutes les artères du secteur dorsal? Mais en tout cas, il y avait une nécrose post-radioembolisation de tout le secteur antérieur et c'est vrai que la convergence biliaire, quand on l'a ouverte, a été complètement verte de l'intérieur. Il y a beaucoup de questions, en fait. Là, un spectateur anonyme là, qui pose la question suivante. Si la patiente avait été en moins bon état général, se serait-on passé de la chirurgie vu l'excellente réponse biologique et scanographique? J'ai envie de dire, comment peut-on savoir a priori la réponse histologique sans l'avoir opérée? Non, on ne peut pas savoir. On peut pas savoir, mais après, ça dépend si elle était… Je pense que le raisonnement se fait sur l'état général. Si la maladie est opérable, on l'aurait opérée. Si la maladie n'est pas opérable, Ouais. on ne l'aurait pas opérée. Mais on ne peut pas savoir, on peut pas être sûr que la réponse histologique est négative, même si la réponse est scanographique, on a l'impression qu'il y a de la nécrose. Elle n'aurait peut-être pas eu de radioembolisation, elle aurait eu un autre traitement validé, type traitement systémique, et pas du tout un projet chirurgical derrière, Ouais. si l'état général était moins bon. Alors, on a fait une étude dans le service qui n'est pas encore publiée, qui comparait les résections d'emblée aux résections post-radioembolisation et aux non-résections, c'est-à-dire radioembolisation toute seule, le malade n'étant finalement pas résécable et la tumeur n'étant pas résécable, plus exactement, pas le malade, mais la tumeur n'étant pas résécable. Les résultats en termes de survie globale sont les mêmes pour résection d'emblée quand c'est faisable et résection secondaire pour des tumeurs non résécables initialement après CIRT. Par contre, la survie des malades qui n'ont que la radioembolisation s'effondre très rapidement. Alors, monsieur Philalitar, pourquoi pas une IRM hépatique de contrôle au lieu de la TDM? Pourquoi IRM? Étienne, pourquoi pas IRM plutôt que scanner après radioembolisation? Je suppose que c'est ça la question. Étienne, peut-être que tu peux lire là. Alors, n'étant pas radiologue, mais médecin nucléaire, je n'aurais pas forcément la bonne réponse. C'est vrai que nous, on reste pas mal sur le scanner. Après, cette patiente, elle avait une alpha-fétoprotéine qui s'est complètement normalisée. Donc,
Voilà, est-ce qu'il aurait fallu faire une IRM avant la chirurgie pour s'assurer qu'il n'y a rien ailleurs? C'était peut-être ça la question. Je ne sais pas si elle en a eu une ou pas, hein. Je n'ai plus toutes les données en tête de cette patiente. D'accord. Alors, une question sur l'état des voies biliaires, ça y est, on a largement répondu. Quid finalement de l'histologie du foie non tumoral? Était-il sain, Oui, tout Étienne? à fait. Tout à fait. C'était un foie sain. D'accord. Madame Haddad, est-ce que la radioembolisation pourrait faire disparaître complètement le CHC? On a répondu à votre question, puisque là, c'était le cas, et Étienne a insisté sur le fait qu'on avait des nécroses complètes, à condition que la dose délivrée à la tumeur soit suffisante, hein. C'est ça, Étienne? Oui, alors je préciserai quand même juste que dans les segmentectomies où a été décrite cette dose de 400 Gray au segment, c'était pour des lésions de petite taille. Là, on avait quand même une grosse lésion. Il n'y a pas tant de publications de segmentectomie radiques sur des grosses lésions. Donc, sur les grosses lésions, je pense qu'il faut rester quand même prudent. On ne peut pas garantir, si on délivre plus de 400 Gray au segment sur une lésion de 7 ou 8 cm, les mêmes résultats de réponse histologique. Bien sûr. Voilà. Alors, j'ai encore une question là. Intérêt de la résection dans ce cas, puisqu'il y a eu stérilisation tumorale. Je pense qu'on ne pouvait pas le savoir avant de l'avoir enlevé, hein. C'est ça la réponse. Est-ce qu'il ne faut pas faire une biopsie post-radio-embolisation? Tiens, intéressant ça. On peut biopsier un endroit nécrotique et laisser un endroit où il y a de la tumeur. Enfin, je ne pense pas que… En tout cas, on ne le fait pas, hein. Ça Ouais. n'apporte rien de particulier, hein. En cas d'hépatectomie majeure nécessitant une embolisation portale, quid de la place de la tasse d'induction? Ou allez-vous plutôt vers la radioembolisation aussi dans cette situation? Donc, en cas de nécessité d'hépatectomie majeure, voilà, c'est une bonne question. Est-ce qu'on fait tasse radioembolisation portale ou d'emblée radioembolisation? Alors, en cas d'hépatectomie majeure, en fait, moi, je pense qu'on rejoint toujours la résicabilité. Si on va faire chez un malade, si la tumeur est parfaitement résicable à travers une hépatectomie droite élargie, par exemple, sans aucun problème de résicabilité, on n'ira pas vers la radioembolisation. C'est une tumeur parfaitement résicable. Et donc, on fera… Alors, nous, on ne fait pas beaucoup de chimio-embolisation suivie d'embolisation portale droite, mais pourquoi pas. Mais en tout cas, nous, pour une malade d'une grosse tumeur du foie droit, par exemple, résicable à travers une hépatectomie droite élargie, on fera une embolisation portale et une hépatectomie droite élargie. D'accord, mais pas de radioembolisation d'emblée? C'est ça la question qui pose. Est-ce qu'il Oui, faut… Radioembolisation, oui. oui. Ouais. Est-ce que la radioembolisation pour uniquement un but volumétrique? La réponse est non. On ferait pas. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas, mais pour répondre à Nicolas Tapsuri, il est arrivé en Tu fais retard. bien une embolisation portale uniquement pour des raisons volumétriques. Exactement. Et tu fais une tasse associée pour des raisons carcinologiques, autant faire des rayons. Alors moi, je crois que les vertus des capacités d'hypertrophie après radioembolisation sont d'expérience comme ça plus importantes qu'après embolisation portale. Tout à Mais fait. maintenant, il y a l'embolisation sushépatique associée aussi, hein, ça s'étudie, quoi. Ça s'étudie. En tout cas, on a remarqué que la radioembolisation, c'est très bénéfique pour les volumes de futurs foie restants. Maintenant, pourquoi pas, mais en tout cas, aujourd'hui, on ne se lance pas dans une radioembolisation, je ne sais pas, à tort ou à raison, hein, peut-être qu'il fallait radioembolisation juste pour but volumétrique et pas dans but oncologique. Alors, il y a une remarque intéressante d'Astrid Herrero à Montpellier. J'ai eu 2 cas de nécrose également à Montpellier, à chaque fois des tumeurs proches de la convergence avec des grosses doses d'irradiation. Nous sommes aujourd'hui très vigilants et on fait une IRM biliaire systématiquement avant d'emmener ces malades au bloc opératoire. C'est voilà, une expérience importante à prendre en compte. Oui, bien sûr, vas-y. Ouais, peut-être deux petits commentaires. Le commentaire sur les cas de Madame Herrero, je pense qu'effectivement, le risque
là, on a vu qu'on pouvait faire de la dosimètre personnalisée, qu'on pouvait augmenter les doses. On voit bien que les équipes qui utilisent la radioembolisation ont envie de repousser encore les limites et de délivrer des doses plus élevées. La limite, je crois que c'est effectivement clairement la survenue éventuelle de toxicité biliaire. Donc, c'est important de partager notre expérience là-dessus et ce commentaire est vraiment très positif, je trouve. Et juste pour rebondir sur la question d'avant, radioembolisation pour une hypertrophie, aujourd'hui sur Rennes, on le réserve plutôt quand les lésions sont volumineuses à traiter. Si les lésions sont petites et qu'on veut les traiter avant, c'est plutôt ce que l'on utilise à Rennes, chimio-embolisation plus embolisation portale, mais je pense qu'à l'avenir, les études randomisées quand même qui ont comparé radioembolisation et chimio-embolisation, en termes d'efficacité sur la lésion, elles sont en faveur de la radioembolisation et je serais assez d'accord avec ton analyse, Karim, c'est que probablement la radioembolisation devrait être utilisée plus facilement dans ces indications-là. Donc, carcinologiquement, vous plaidez pour la radioembolisation aujourd'hui plus que la chimioembolisation. On a 2 études randomisées positives et pas positives à la marge. Hein. On double la survie globale. Je pense que ça devient compliqué. Il y a beaucoup de centres d'ailleurs qui abandonnent de plus en plus la chimioembolisation au profit de la radioembolisation ou sur des toutes petites lésions de la radiothérapie externe. Je crois qu'actuellement, les cartes sont en train de se rebattre sur ce type de traitements locaux régionaux. Dernière question. Est-ce qu'on n'aurait pas pu prévoir une surveillance radiologique et marqueur chez cette patiente plutôt que d'aller à la chirurgie? Les thèmes? Oui, en fait, on a déjà répondu à la question. En fait, on ne peut pas savoir si la réponse était complète ou pas. Donc, une patiente, je pense qu'une patiente en bon état général, bonne candidate à la chirurgie, on ne surveille pas, enfin, on va à la chirurgie quand même si la réponse paraît satisfaisante à la radioembolisation. Donc, ça me paraît difficile de ne pas l'opérer. Je pense, je devine un petit peu la question de notre collègue à Poissy, là. C'est si on avait suivi les marqueurs, l'alpha-fétoprotéine, et que la malade soit restée à 5 ou à moins de 5, avec un scanner inchangé régulier tous les 6 mois. Enfin, je ne sais pas. Enfin, je pense que du moment où la malade est résécable, aujourd'hui, il n'y a rien de validé de ne pas opérer une malade après radioembolisation sous prétexte que la réponse était complète, radiologique ou biologique. Hein. D'accord. Donc, voilà, ce qu'on préconise aujourd'hui, c'est oui. pour l'instant, on les l'opérer. opère et on verra plus tard, évidemment, avec le recul. On rappelle, le foie est non cirrhotique aussi. Oui, oui. Très bien. Eh bien, écoutez, merci à Ethem Gédou, merci à Étienne Garin et grand merci à notre expert, Ephrem Salamé. Merci à tous d'avoir suivi ce grand round. Un petit mot sur le futur. Donc, la prochaine séance, le prochain, c'est le 16 mars. Et le titre de ce dossier, c'est TIPMP, la chirurgie n'interdit pas la vigilance. C'est Michael Le Surtel et Alain Sauvanet à Beaujon qui présentent l'observation. L'expert sera Laurent Sulpice de Rennes et le dossier sera présenté par le docteur Dambalski. Voilà, merci à tous et à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée.